Il est hétéro, cisgenre, blanc, et après être devenu dépressif en travaillant pour l'écologie, il a choisi d'aller à l'essentiel. Sacha Bellamy, bonjour. Vous êtes travailleur du sexe, faiseur de fantasmes, accompagnateur de ces femmes dont la vie sexuelle est souvent devenue un désert, ces femmes qui ont l'envie, l'audace peut-être, d'aller au-delà des conventions ronronnantes et de se retrouver dans leur corps. Sacha Bellamy, une question pour vous, à brûle pour point. Qu'est-ce que c'est un bon coup ? Alors bonjour, j'avais pas encore eu le temps de vous répondre. Un bon coup, qu'est-ce que c'est un bon coup ? Un concept tellement du siècle précédent. Oui, c'est ça, un concept ringard. Voilà, avant tout, j'aurais cette réaction. Je pense que déjà, on est un bon coup à deux. Enfin, je crois pas. Toujours ? Disons que une seule, si on parle d'une relation à deux, une seule personne peut faire rater le rapport. Mais en tout cas, ça se réussit pas. Ça se réussit pas qu'à un. Il faut être deux pour le réussir. D'accord. Et donc je pense qu'un bon coup, c'est plutôt une bonne expérience. En fait, on devrait appeler bon coup un acte sexuel mémorable pour nous, où il s'est passé des choses intenses, mais pas les personnes en fin de compte. Un beau lien, finalement. Voilà, une belle relation à un instant T. Ouais. Pourrait peut-être s'appeler un beau coup, un bon coup, mais sinon je vois pas trop le sens que ça pourrait garder aujourd'hui. Est-ce que quand même, quand on dit que vous êtes découvreur de fantasmes et quand vous les amenez, vous êtes un peu un révélateur de bons coups, également ? Ces femmes en puissance, ce sont des bombes sexuelles et puis elles se révèlent par votre intermédiaire, non ? Si j'ai bien compris votre travail. Ou plutôt, je ne sais pas si je révèle les bombes ou les bons coups, ou si je permets à tout un chacun, chacune de se dire, mais moi aussi je suis un bon coup en potentiel, pas moins qu'un autre, pas plus qu'un autre, etc. Ouais. Bon, les hommes en particulier ont probablement plus de chemin à faire pour sortir de la pensée performance, mais c'est pas mon public. Donc pourquoi, à votre avis ? C'est un bagage. Bonne question, ça va être difficile de répondre de façon synthétique. Je pense que la porn culture influence beaucoup la perception qu'ont les hommes, et en particulier les ados, en fin de compte, de leur sexualité au départ. En ayant comme clientèle des femmes, je me rends compte qu'elles sont moins consommatrices de porno. Et du coup, quelque part, elles ont des fantasmes et des univers fantasmatiques, qui leur sont plus personnels, plus individuels, alors que, bon, je ne voudrais pas, essentialiser l'homme, hein, mais on a quand même des profils et des desiderata sexuels masculins qui sont beaucoup plus convergents, beaucoup plus conventionnels, enfin, qui se ressemblent entre eux. Et j'y vois, moi, une espèce d'entonnoir à la richesse de nos fantasmes qui est posée sur notre sexualité d'homme par le porno. Les femmes voient la même chose ? En termes En termes de limitation de ce que leur propose le mâle qu'elles ont dans leur lit quand vous n'êtes pas là. Je pense que beaucoup d'entre elles, en fait, on observe dans la société une espèce de charnière comme ça, de prise de conscience féministe qui est importante, ça dure depuis plusieurs années maintenant. Et je crois qu'un certain nombre d'entre elles font un bilan dans leur vie à un moment et se disent, bon, j'ai connu peut-être l'amour, j'ai peut-être eu des enfants ou pas, peu importe. Mais sexuellement, j'ai loupé des trucs. Il y a des choses que j'avais envie d'explorer que j'ai pas explorées. Et souvent, effectivement, le partenaire, appelons-le le partenaire lambda, n'est pas forcément une bonne personne pour explorer. Ça va être surtout, c'est souvent des rencontres furtives, fugaces, qui vont pas durer suffisamment pour construire une relation sexuelle. J'en profite pour dire que quand on parle de construire une relation, le sexuel en fait partie pour moi. C'est-à-dire que si on tombe amoureux d'une personne, la première fois qu'on fait l'amour avec cette personne ne sera pas la meilleure. Ça va aller de mieux en mieux. Il y aura de moins en moins d'angoisse, d'appréhension pour l'un, pour l'autre. Au fur et à mesure, on va Mais il y aura parfois de moins en moins d'excitation. Le désir peut, à terme, peut décliner. Mais en tout cas, il y a je trouve qu'il y a une première partie de l'histoire des couples où on se découvre, où on n'est pas, en fait, encore en capacité vraiment de bien se faire jouir mutuellement. On découvre la peau de l'autre, l'odeur de l'autre, l'intimité de l'autre. Et ça, c'est, à mon avis, un préambule avant toute réflexion sur être un bon coup, quoi. C'est rarement le premier coup, le bon coup, je veux dire. On était invité sur le même plateau avec Enza Brega. Enza, si tu nous regardes d'ailleurs, on t'embrasse. Et vous disiez quelque chose qui m'a semblé étonnant. Vous me disiez que parfois, il vous fallait 60 heures de conversation avec une femme pour définir ses fantasmes. Donc avant même le passage à l'acte, je dirais. Alors 60 heures, c'est mon record. Hein. mais fréquemment, il faut une quinzaine ou une vingtaine d'heures de conversation, étalées sur plusieurs semaines, hein, avant qu'une femme
déclenche l'acte de devenir une cliente, quoi. Ouais. Au départ, c'est une interlocutrice curieuse, très souvent, qui me demande comment j'en suis venu à proposer ça. Et vous travaillez sur la pudeur à ce moment-là? Alors, je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi, mais j'ai constaté que je faisais un effet un peu libérateur de la parole. C'est-à-dire que entre le fait d'assumer ouvertement mon statut et le fait de mettre à l'aise, il se trouve que assez rapidement, un certain nombre de personnes tombent vite dans la confidence, même des hommes d'ailleurs. Donc du coup... c'est-à-dire même des hommes? C'est-à-dire que je suis un confident, je suis un confident a priori efficace. Oui, c'est ce que je constate. Un ami. Un ami efficace. D'ailleurs, mon pseudonyme découle en partie de cette réflexion. Oui. Mais dans le cas des... du coup, je me suis perdu. Dans le cas des femmes. Dans le cas des femmes et pas des hommes. Oui. Ouais, dans le cas des femmes, la confidence, le fait de créer un climat dans lequel on peut faire une confidence permet d'avouer des petits fantasmes un peu indiscrets, mais surtout permet d'accéder peu à peu, c'est là que ça prend du temps, permet d'accéder aux fantasmes qui sont durs à dire, parce que c'est là qu'il y a du travail pour moi. Est-ce que vous pensez à cette femme qui vous demandait de vous déguiser en licorne et de faire le ménage sans rapport sexuel? Sans rapport sexuel, comme quoi elle avait un fantasme particulier qui était, qui était autour d'autre chose que la pénétration, etc. On était sur une idée de, tiens, si je me paye un homme, qu'est-ce que je lui fais faire? Je lui fais faire mon ménage. C'est assez étonnant, mais bon, ça m'est arrivé. C'était une vengeance? Je sais pas. Vengeance transgénérationnelle, c'était elle prenait la revanche au nom de sa mère, sa grand-mère. Vengeance ou justice, je ne sais pas. Mais je sais que en tout cas, on va dire le personnage de la dominatrice, vole parfois au secours de certaines femmes qui sont dans l'amertume vis-à-vis de leur histoire sexuelle ou de leur histoire affective. Donc devenir dominatrice pour la vengeance, c'est sans doute une mauvaise raison à elle toute seule, mais en tout cas parfois ça fait partie d'un chemin cathartique pour ces femmes-là. Et du coup, pourquoi pas commencer par dire, je vais prendre un mec et je vais lui demander de faire la poussière dans mon salon, pour cette personne. Il y a des clientes qui sont tombées amoureuses de vous? Alors, très honnêtement, c'est la ligne rouge dans mon boulot, parce que sinon je ferais du mal à plein de gens. Ouais. Donc il faut bien que ce soit entendu dès le début pour la personne que je suis un prestataire, entre guillemets, plus ou moins éphémère dans sa vie, que je ne suis pas là pour construire une relation profonde avec cette personne. Et donc moi, ça m'oblige à être un petit peu... je fais un peu un boulot d'équilibriste, parce que faut jouer sur la séduction, mais pas rentrer dans susciter l'amour. Donc il faut éviter finalement de leur faire croire alors d'installer des mirages comme ça d'amour, uniquement des mirages de sexe avec Sacha Bellamy. Ouais, parce que ça, ils n'ont pas besoin de payer pour l'avoir. A priori, c'est le problème avec beaucoup d'hommes. Ah ouais, c'est ça. On est quand même beaucoup accusés d'être infidèles, menteurs, pas à l'écoute, d'avoir une sexualité égoïste, phallocentrique. Comment vous comprenez justement, vous, ce clivage entre la sexualité débridée sur les applis, je veux dire, c'est un coup d'un soir, puis c'est un switch permanent. Et cet amour encore très persistant, petit bourgeois, ce que vous décriviez, en fait, ce mec qui a rien compris, en fait, qui est avec sa femme depuis des années, mais qui la baisse plus depuis des millénaires, et qui la rend malheureuse aussi, surtout. Comment vous expliquez il y a deux extrêmes, en fait, qui cohabitent. Peut-être que je me trompe, mais à chaud comme ça me fait penser à l'opposition entre qualité et quantité. D'un côté, on a chez le jeune homme, je caricature exprès, vous me pardonnerez, mais chez le jeune homme, on a souvent une compulsion de fréquence et de quantité. Mais par contre, si on lui met, par exemple pendant 10 jours, on lui met chaque jour une femme différente, il va être ravi de faire 10 jours l'amour avec 10 femmes différentes, mais il va faire 10 fois le même amour. Donc il est en train de radoter sa même sexualité, son schéma à lui. Mettons par exemple au hasard fellation, pénétration, sodomie, qui est un grand standard de la demande masculine. Le samedi soir ou tous les soirs? et donc on va avoir quelqu'un qui est compulsif dans la quantité, qui va se dire bien baiser, c'est baiser beaucoup, c'est baiser souvent, c'est baiser beaucoup de partenaires. À l'opposé, je ne sais pas si c'est vraiment le petit bourgeois que je mettrais à l'opposé, mais à l'opposé, on va avoir des gens qui vont chercher dans le qualitatif, donc à construire leur relation charnelle, à penser leur relation. En fait, on a tendance très souvent à vivre le cul sans le nommer, sans le verbaliser, sans le penser. C'est-à-dire au moment où on fait du sexe avec notre conjointe ou notre conjoint, on est dans l'action, on n'est pas dans la réflexion.
Et en fait, on devrait tous prendre des temps de réflexion en se disant mais qu'est-ce qu'il a travaillé et que je loupe, ou qu'est-ce qui me fait fantasmer ces derniers temps que je lui ai pas dit ou qu'elle savait pas, puis c'est nouveau. Je pense qu'on gagnerait tous à en parler davantage, quoi. Enfin, j'enfonce une porte ouverte. Et pourquoi, à votre avis, justement, il y a encore cette résistance? On peut s'étonner quand même de ça. On est dans une société assez libre à ce niveau-là, où on passe d'ailleurs notre temps à penser et à parler de sexe, hein. Bon, pourquoi, malgré tout, dans les faits, il y a encore tant de difficultés? Je crois qu'on retombe sur l'ego, en fait. C'est-à-dire que, pour le coup, homme ou femme, si on reçoit même sans employer le mot de critique, mais juste une observation sur la façon dont on fait, tu sais, tu pourrais peut-être prendre un peu plus le temps au début, au lieu de te précipiter sur la culotte, j'en sais rien. Oui. Et ben, ça va tout de suite être vexant. La personne se braque facilement. Parce qu'on Il y est a en une forme train... de romantisme chez vous dans ce personnage de Sacha Bellamy. Je pense que complètement. Ouais. Enfin, à plus Je à vous plus vois d'un titre. bien faire des correspondances épistolaires pendant de longs mois, avec de l'amour courtois. Ça vous irait bien, je trouve. C'est possible que de toute façon, on en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir plusieurs heures de conversation en amont, c'est Ouais, aussi lié déjà. au plaisir d'écrire, au plaisir de lire, etc. C'est sûr, hein, parce que ça se passe par écrit, c'est pas des conversations téléphoniques. Mais on va dire que mes réelles ou supposées qualités littéraires m'ont aidé, ouais. M'ont aidé parce que la précision d'un mot aide aussi à qualifier une situation, un sentiment. Pour mes interlocutrices, quoi. Elle est là, la rareté de savoir parler et de savoir faire l'amour, les deux, qui sont souvent... Moi, je vais être très honnête avec toi. Je suis un meilleur parleur qu'amant. Je suis pas monté comme un acteur porno. Je suis pas d'une endurance sexuelle hors du commun. Elle est tout à fait normale, mon endurance sexuelle. Je suis pas non plus à l'abri des pannes. En plus, il est sincère. Je suis pas non plus à l'abri des pannes sexuelles. Voilà. Ouais. Donc, c'est clairement, je ne vends pas un champion du cul à mon interlocutrice. Je lui vends un accompagnement. C'est-à-dire, on va essayer de faire le point sur où elle en est, ce qui lui déplaît dans sa sexualité, ce qui lui aurait plu, ce qui la trotte en ce moment. Et puis là-dessus, on va commencer à réfléchir, à construire, non pas une performance, mais une séance co-construite, quoi. Et c'est là qu'il faut rentrer dans l'aspect intellectuel du métier, et puis dans un échange profond. Donc effectivement, ouais, la conversation, enfin le vocabulaire et le niveau littéraire jouent, je pense, hein, dans la relation qu'on peut instaurer. Donc un métier d'avenir? Je l'espère. Enfin, je pense qu'il faut pas invisibiliser la partie, l'écrasante majorité féminine du métier. Mais c'est vrai que, à mon avis, c'est un métier au moins moderne qui pose question à la société. Hein. On est en train je sais pas de votre point de vue, peut-être c'est un biais du fait que je suis dans ce milieu, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un sujet qui sort de l'ombre et qui pop dans la société civile comme ça. Oui, c'est un sujet disruptif, voilà, qui dérange beaucoup. Très clivant le dimanche midi pour les repas de famille. Enfin voilà, c'est un sujet. Et je mais pense, la belle-mère fait quand même appel à vous. Hein. Voilà, mais elle le dira pas à son gendre. Si c'est moi son gendre, par contre, elle est capable de le dire à un TDS. Voilà, c'est deux choses différentes, mais elle dira probablement pas devant son mari ou ses enfants quand même. Donc vous êtes encore caché. Ouais, alors moi caché par les autres. Je me cache pas, mais bon, cela dit, pour la petite pensée rigolote, j'ai pensé il y a quelques temps qu'en fait on est comme les banquiers suisses, le secret du client c'est sacré. Donc bien sûr on cache pas les mêmes. Bah oui, il y a intérêt. Bien sûr on cache pas les mêmes secrets, mais ils sont aussi importants en fait les secrets qu'on confie à un TDS que les secrets qu'on confie à un banquier en fait, parce que les gens ont très très peur du candidaton, très très peur que leur fantasme inavouable se sache. Oui. Donc et à juste titre aussi, on n'est pas obligé de tout dire. Exactement. Puis la société n'est pas forcément tendre avec un certain nombre de fantasmes inhabituels. On peut le concevoir. Hein. Mais donc il y a beaucoup de gens qui ont un réflexe de protection, de pudeur, parce que c'est la protection, ça leur permet de pas être moqués. Enfin, je pense que ça nous renvoie aux petits enfants qu'on a été à la primaire qui voulaient pas se faire traiter par les autres. Là, l'air. Et il aime le pipi, ou je sais pas quel délire, si vous voulez, qui pourrait être humiliant, affligeant pour celui qui l'a avoué, quoi. Une sorte de coming out pour tous les fantasmes, quelque part. Le mot est un peu abusif si je l'utilise pour les fantasmes. Normalement, on devrait le réserver au sujet idoine. Mais c'est des sortes de mini coming out. Chaque homme qui va dire à sa femme, tu sais, chérie, j'ai envie que finalement, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, j'ai envie que tu me sodomises, mais j'ai jamais osé te le dire. Ou que sais-je, hein, je prends un exemple au pif. Oui. C'est des petits
des petits coming out, tout ça, des mini. Merci Sacha Bellamy d'avoir été l'invité de Fais voir C'était la un bête. plaisir.